Voilà. Voilà. Rebonsoir. J'étais obligée de me déconnecter pour pouvoir relancer la vidéo une nouvelle fois. Donc voilà. Alors aujourd'hui, je dois remercier et je cesserai jamais de remercier mon ami Kamel Ben Mansour pour cette invitation qui m'a permis de rester en contact avec vous et ça m'a de partager un tout petit peu mon. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je sais pas ce qui se passe. Voilà, c'est mon ordinateur. Voilà. Est-ce que vous me voyez? Alors, je viens aujourd'hui de la Tunisie et je vais vous parler un tout petit peu de la chose que je sais faire le mieux, qui est l'endodontie. Donc, je suis une vraie passionnée de l'endodontie. Comme je vous ai dit, je suis spécialiste et j'ai mon cabinet d'endodontie exclusive à Tunis. Et je sais pas, est-ce que c'est le hasard qui a fait les choses. En fait, mon cabinet il est situé juste au-dessus de l'agence Royal Air Maroc. C'est pour cette raison que je suis obligée de visiter le Maroc 2 ou 3 fois par an. Et donc, et à chaque fois où je suis à Marrakech, je suis chez mon ami Aden Lemrini que je salue et je salue aussi sa femme et je lui souhaite un très bon anniversaire, beaucoup de belles choses et surtout de la bonne santé. Et donc, on va commencer aujourd'hui. Donc, comme je vous ai dit, je suis endodontiste exerçant dans un cabinet privé. Je vous montre un tout petit peu mon monde. Donc, les deux là, c'est mes deux assistantes, Yusra et Ishraq. Donc, vous voyez, on est tout le temps habillés avec des fleurs, avec des coccinelles. On essaie un peu de. Voici mon cabinet. Donc, ça, c'est mon cabinet. Ici, c'est mon assistante. Et je ne vous raconte pas combien ça me manque de travailler comme ça, sans la tenue, sans la combinaison, sans les blouses jetables. Inch'Allah, ya Rabbi, tout se passe bien et on travaille comme d'habitude, comme on était avant. Donc, voici un tout petit peu moment. Donc, j'essaie de faire un peu aussi, de toucher un tout petit peu à la formation continue. J'essaie de faire des cycles de formation continue prochainement, Inch'Allah, dans mon cabinet. Parce que franchement, moi, j'adore l'endodontie et surtout, j'adore partager. Alors, donc, je vous raconte deux petites histoires avant de rentrer dans le sérieux. Donc, vous voyez ici à gauche, c'est un grand photographe, c'est un grand artiste, il s'appelle Mrad Ben Mahmoud et il est venu chez moi une fois pour se soigner les dents. Et il m'a dit, docteur, excusez-moi, je pense que vous avez un visage très photogénique et je vais venir vous faire des photos, des portraits. Il m'a donné rendez-vous, il est originaire de Sidi Bou Saïd. Donc, il m'a donné rendez-vous à Sidi Bou Saïd plusieurs fois. Il me demandait de venir pour faire une séance photo. Et à chaque fois, je ne venais, je n'allais pas parce que je pensais que c'était pas sérieux. Et un beau jour, au mois de Ramadan dernier, l'assistante, elle m'appelle, elle me dit, il y a Monsieur Ben Mahmoud qui est là avec son appareil, il vient nous faire des séances photos. Et donc, il m'a fait des photos, cabinet, c'était spontané, j'étais à jeun, sans maquillage, sans rien du tout. Et il m'a fait des photos et il m'a ramené, 2 jours après, il m'a ramené les portraits. Donc, voilà. Et juste en bas, ici, donc c'est un écrivain, il s'appelle Benoît Aymonier et c'est un amoureux de la Tunisie. Donc, il a tout lâché en France et il est venu s'installer en Tunisie. Il a commencé à écrire. Et donc, à la dernière séance de soins, il me, il me, il m'annonce qu'il est écrivain et tout, et il me donne son livre qui s'appelle Lâcher prise, comment se reconnecter à soi-même. Et c'est un livre magnifique qu'il a écrit en Tunisie. Alors, passons aux choses sérieuses.
On va parler de l'endodontie, on va parler de l'échec endodontique ou les complications en endodontie. On va commencer par un petit passage très simple. Donc, cliniquement, l'objectif du praticien en endodontie, bien évidemment, il se base sur deux points essentiels. Donc, le premier point, c'est d'éviter une contamination initiale. Et le deuxième, c'est de diminuer la charge bactérienne du réseau canalaire à un seuil acceptable permettant la cicatrisation de la lésion. Alors, donc, on doit bien comprendre les échecs endodontiques pour pouvoir les gérer par la suite. Donc, les échecs endodontiques, il y a des échecs d'origine bactérienne et il y a des échecs d'origine non bactérienne. On va parler des deux, mais je vais insister surtout sur les échecs d'origine bactérienne. Alors, quand on parle d'échecs endodontiques, on va parler certainement de retraitement endodontique ou de réintervention. La réintervention endodontique est un acte nécessaire suite à un échec du traitement initial. Alors, cet échec est principalement la conséquence de la présence ou de la persistance des bactéries au sein du réseau canalaire. Et donc, on va essayer de comprendre le mécanisme d'action de ces bactéries qu'on n'a pas arrivé à éliminer initial. Ah, apparemment, ça bloque un peu. Attends un peu. Et donc, voici une petite étude. C'est pas une petite étude, c'est une grande étude. Mais sur cette étude, on a essayé un tout petit peu de comparer le taux d'échec, le taux d'échec ou le taux de succès du traitement endodontique, que ce soit avec une lésion endodontique ou sans. Donc, regardez, le taux de réussite, il est de 68% quand le traitement, quand la dent présente une lésion endodontique. Donc, teeth with and without. Et quand il s'agit de traitement endodontique sans lésion périapicale, le taux de réussite, il peut aller jusqu'à 90%. Donc, après, ils ont essayé de savoir c'est quoi les principales causes de cet échec. Et ça consiste essentiellement à la présence de lésions périapicales, à l'extension, le dépassement de produits d'obturation, bien sûr la qualité de l'obturation canalaire, et bien sûr, chose qui est très importante et qu'on a souvent, on néglige souvent, pas par rapport à l'acte, mais on néglige par rapport à la répercussion, parce que c'est un peu difficile de croire que un traitement endodontique peut échouer à cause d'une restauration coronaire qui n'est pas blanche. Mais c'est quelque chose de très très important le traitement, l'obturation coronaire qui suit. Et donc l'échec endodontique doit faire l'objet d'une analyse de nos pratiques afin de comprendre pourquoi il est arrivé et comment il aurait pu être évité. Donc si certains paramètres peuvent être contrôlés par le praticien, d'autres paramètres, per et post-opératoire, sont déterminants dans la réussite du traitement canalaire. Alors ça, c'est un effet. Le nettoyage mécanique complet du canal et de toutes ses ramifications est virtuellement impossible. Un canal radiculaire stérile, ça n'existe pas. Et ça, c'est pas moi qui dis ça. C'est des grands chercheurs qui confirment qu'un canal stérile, voilà, un canal exempt de bactéries, ça n'existe pas. Et donc, notre rôle, ça va être, nous sommes donc obligés d'admettre que nous ne faisons que diminuer la charge bactérienne sans la réduire. Donc, quel que soit le système que vous utilisez, quel que soit le matériau ou les gadgets que vous utilisez pour potentialiser la désinfection, que ce soit mécanique ou chimique, vous allez juste réduire la charge bactérienne jusqu'à un seuil où le corps humain pourra la combattre et pourra assurer la cicatrisation. Et donc, on va discuter l'utilité ou non de la désinfection, de l'hydroxyde de calcium, la médication interséance. Est-ce que c'est vraiment utile? On va discuter les lésions et le traitement de lésions, le traitement non chirurgical des lésions de grande étendue. Et bien sûr, on va essayer de comprendre le mécanisme de cicatrisation. Donc, comme je vous ai dit, donc la présence de la lésion périapicale, ça consiste à la persistance des bactéries. Et donc, si vous avez des bactéries, des toxines, des métabolites, des antigènes dans le canal, vous n'allez pas avoir une cicatrisation. Bien au contraire, vous allez avoir l'apparition de nouvelles lésions. Et donc, logiquement, l'élimination de tout ça va nous abêtir, nous allons arriver à la guérison. Donc, je vais commencer par ce petit cas.
Alors, le motif de consultation ici, c'était un abcès alvéolaire aigu. Donc, la patiente, elle est âgée de 45 ans. L'état général, tout va bien. Il y avait une mobilité très, très importante et il y avait, regardez, l'étendue de cette lésion avec la mobilité et une poche parodontale ici de 7 millimètres au niveau de la racine médiale. Et donc, elle m'était adressée par le paro pour voir si on pouvait conserver ou si on pouvait garder cette dent. Bien sûr, le pronostic, il était très réservé, mais là, nous sommes confrontés à une décision plus ou moins éthique parce que le traitement canalaire, ça reste toujours un traitement canalaire et il reste quand même réversible, c'est-à-dire à n'importe quel moment, vous pouvez extraire la dent. Mais par contre, l'extraction et l'implantation, je pense que c'est un acte qui n'est pas réversible. C'est-à-dire, une fois que vous avez extrait la dent, ça y est, vous êtes obligé de passer à l'implantation. Et donc, avec l'accord de la patiente, on a essayé de faire le traitement qui a été réalisé sur 3 séances. La première séance, donc, on a essayé de drainer l'abcès. La deuxième séance, hydroxyde de calcium pendant 2 semaines. Et ensuite, une obturation définitive. Le matériau utilisé ici, c'était le BioRoot à base de silicate tricalcique. Et donc, entre-temps, on a essayé de faire un tenant fibré ici pour pouvoir faire une couronne par la suite. Et malheureusement, la patiente a été perdue de vue pendant 5 ans. Et elle revient, bien sûr, durant les 5 ans, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais quand elle est revenue, je lui ai dit, Madame, qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a dit, bon, j'ai eu des problèmes, elle a eu quelques problèmes de santé et elle a oublié ses dents. Et la bonne surprise, c'est qu'après 5 ans, la dent, elle a complètement cicatrisé. Regardez cette belle cicatrisation au niveau de la racine distale, au niveau de la racine médiale et même la poche, elle n'existe plus. Regardez l'espace au niveau de la furcation et la mobilité, elle a complètement disparu. Un autre cas, donc ici, le motif de consultation, c'était la fracture des couronnes, absence de symptomatologie. Le traitement, il date depuis 10 ans et le patient, il avait 28 ans. C'est juste, c'est un examen radiologique un examen radiologique banal qui a fait que on a découvert que nous avions tous ces lésions. Donc, regardez ici, un problème d'étanchéité des couronnes, un problème de lésion au niveau de la racine mésiale de la 46 et une atteinte de la furcation de la 47. Donc, tout ça a fait qu'on est obligé de reprendre le traitement canalaire, même si on a absence de symptomatologie dans ce cas, parce que le patient, il est obligé de refaire il est obligé de refaire les couronnes. Et donc, regardez radiologiquement ce qui se passe. Donc, il faut tout de suite, tout d'abord, commencer par identification des facteurs d'échec. Le premier facteur d'échec qu'on peut voir ici, c'est la cavité d'accès. Donc ici, le praticien, il n'a pas rattrapé, voilà, il n'a pas pu accéder convenablement à la racine mésiale et c'est ce qui a fait que l'obturation, elle est très pauvre. Et donc, la première chose, c'était de rattraper la cavité d'accès. Donc, regardez ici. Et de faire le traitement canalaire. Donc, le traitement canalaire ici, il a été fait sur 2 séances, dépose des anciennes couronnes, reprise du traitement en une seule séance, vu qu'il n'y avait pas de symptomatologie, avec une couverture antibiotique, et les couronnes réalisées 2 semaines après. Donc, la question, c'est, faut-il vraiment attendre la cicatrisation de ce genre de lésion avant de passer à la restauration prothétique définitive? Moi, je pense que, à mon avis, donc, pour ce cas, je vous montre. Donc, on a fait l'obturation de la 47 la première séance. Ensuite, l'obturation de la 46 une semaine après. Une couverture antibiotique était obligatoire parce que quand même la lésion, elle était très importante. Donc, regardez aussi cette magnifique cicatrisation pour les 2 couronnes, pour les deux racines. Et bien sûr, 2 nouvelles couronnes ont été faites. Et le patient, il est content, il est tout le temps suivi. Donc, c'est un cas qu'on a traité depuis 2 ans, je pense. Donc, je vais revenir sur cette question. Est-ce que dans ce genre de lésion, est-ce qu'on est obligé d'attendre la cicatrisation complète de la lésion avant de passer à la restauration prothétique, oui ou non? Alors moi, je pense qu'il ne faut pas attendre. Si on est sûr de notre traitement, dans 3-4 semaines, si le patient il ne présente pas de symptomatologie, on est obligé d'étanchifier complètement les racines. Il faut assurer une très très bonne obturation coronaire. Donc il y a des dentistes qui disent que probablement le patient il va investir sur des couronnes en zircone ou même des couronnes en céramique qui sont assez chères, tout en sachant que il va mettre ces couronnes-là sur des dents avec des lésions. Bon, la solution à mon avis ici, c'est de temporiser avec des prothèses provisoires
faites avec le CEREC. Voilà. On appelle ça des prothèses, des prothèses provisoires assez dures pour qu'elles peuvent rester en place au moins 3 mois. Ici, au bout de 3 mois, on n'a pas, bien sûr, on fait un contrôle radiologique. Si au bout de 3 mois, il n'y a pas de problème, on peut passer à la restauration définitive. Un autre cas, donc regardez, le motif de consultation ici, c'était une cellulite. Le patient, il est âgé de 28 ans. L'état général, pas de problème, mais il y avait une lésion au niveau de la, de la racine mésio-vestibulaire. Kiff, le problème. Donc ici, il faut vraiment identifier le problème de l'échec. Le problème, c'est que la racine mésiale n'a pas été désinfectée et bien sûr, n'a pas été obturée. Et ce qui se passe après, vous allez avoir des bactéries résiduelles à ce niveau-là qui vont être responsables de l'apparition de cette lésion. Donc, analyse des risques avant la reprise du traitement canalaire. On va essayer de négocier la courbure avec des limes très fines, bien sûr pré-courbées à ce niveau-là. Donc, je vous conseille ici d'enlever ce qui reste de l'ancienne obturation avec des dissolvants, parce que ici, il faut aller doucement, il faut aller uniquement avec des limes manuelles, K10, K8 s'il le faut, pré-courbé. Ensuite, si vous avez l'occasion, vous pouvez utiliser des instruments mécanisés avec des conicités de 2% avant d'aller vers les 4%. Et donc, et du moment où vous arrivez à passer avec une lime K10, il faut insister avec la 10, la 15, la 20, et si vous pouvez aller jusqu'à la 25. Ensuite, normalement, vous avez sécurisé votre canal et vous pouvez ensuite obturer et passer. Donc, regardez ici, au niveau de la première radio lime en place, regardez l'intensité de cette courbure et avec la négociation avec des limes manuelles, la courbure ici, elle est un tout petit peu arrondie et comme ça, vous pouvez passer tranquillement et faire votre obturation. Alors, c'est un cas aussi d'échec de traitement canalaire. Le traitement canalaire initial n'a pas été bien fait et heureusement pour la patiente ici, c'est qu'elle est venue avec cette lésion. Donc, à chaque fois où on a ce genre de lésion au niveau de la muqueuse, il faut essayer tout de suite de repérer l'orifice. Du moment où vous avez votre orifice, même si vous avez un peu de saignement, c'est pas grave. Du moment où vous avez votre orifice, il faut insérer un cône de gutta jusqu'à ce que le patient sente la douleur. Il faut insérer le cône jusqu'à l'arrêt. Et à ce moment-là, vous allez identifier l'origine de ce problème. Et d'ailleurs, ce qui est bizarre ici, c'est que vous avez une lésion au niveau de la racine mésiale, mais l'origine de la fistule est au niveau de la racine distale. Pourtant, il n'y a pas de lésion, il n'y a pas de clarté, voilà, de rarification osseuse à ce niveau. Donc, ici, la décision, puisqu'on a ce trajet où elle a ce soupape de sécurité, on peut faire le traitement canalaire en une seule séance. Donc, des obturations de la gutta, nettoyage, désinfection. Il faut insister sur la désinfection et obturation canalaire. Faites le même jour avec le composite. Donc, la restauration coronaire aussi, elle a été faite le même jour. Donc, regardez cette belle cicatrisation. 3 jours ou une semaine après, le patient il revient très content. Il faut toujours aussi, dans ce cas, faire une couverture antibiotique pour éviter un réchauffement, voilà, pour éviter l'apparition de douleurs post-opératoires. Et une semaine après, le patient revient avec une cicatrisation complète de la lésion. Donc, j'ai parlé un tout petit peu des échecs d'origine bactérienne. Là, je vais essayer de parler des échecs d'origine non bactérienne. Alors, et je pense que on voit toujours ce genre de problème, les butées, les perforations, les fractures instrumentales, et si ça affectant surtout le pronostic lorsqu'une infection endodontique est concomitante. Donc tous ces problèmes-là, s'ils sont bien gérés et en absence d'infection, elles n'aboutissent systématiquement pas à un échec. Alors, je vais expliquer un tout petit peu. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous au Maroc, mais ici en Tunisie, on a parfois, avec tous mes respects bien sûr, parfois on dramatise les fractures d'instruments. Alors que moi, personnellement, je pense que déjà, ce n'est pas une faute médicale. Légalement parlant, je pense que ce n'est pas une faute médicale. Ensuite, éthiquement parlant, je ne pense pas qu'il y a un dentiste qui veut faire
qui veut fracturer un instrument. Donc, c'est toujours un accident de parcours involontaire. On veut pas faire une fracture instrumentale, mais malheureusement, ça arrive. Et donc, la première des choses, et là, je parle de mon cas, je reçois énormément de patients et le motif de consultation, c'est la fracture d'instrument. Alors, tout de suite, j'annonce au patient que je ne vais pas extirper l'instrument. Je lui dis tout de suite, monsieur, je ne vais pas enlever votre instrument parce que ça ne s'enlève pas. Même si parfois, dans des cas, je suis sûre que je vais l'enlever. Mais je dis tout de suite au patient, non, je ne vais pas enlever l'instrument. Et à partir de ce moment-là, je commence à expliquer les répercussions du traitement canalaire. Voilà, les répercussions. Parce que concrètement, le problème ici, par exemple, il ne vient pas de l'instrument. Le problème, il vient des bactéries qui sont emprisonnées au-delà de cet instrument. Et donc, il faut expliquer aux patients que l'instrument, on peut le garder là-bas parce que il est déjà, le matériau utilisé, c'est en nickel titane. C'est un matériau plus ou moins précieux, on va dire, semi-précieux. Et donc, cet instrument-là, il ne va pas bouger, mais on va essayer de passer à côté pour désinfecter, ensuite l'enrober par un matériau d'obturation. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a plus de bactéries derrière. Et donc, comme je vous ai dit, il faut vraiment dédramatiser. Même quand vous faites un instrument, même quand vous faites une fracture instrumentale, il faut respirer tout d'abord et ensuite expliquer. Mais moi, par contre, j'insiste sur le fait d'informer le patient. Il faut tout de suite informer le patient. Comme ça, vous êtes tranquille parce qu'on ne sait jamais, le patient, après, il peut partir chez un autre confrère. Et à ce moment-là, vous êtes dans une situation qui est assez critique. Mais quand vous lui expliquez bien les choses et que vous exposez tout ce qu'il y a dans son cas, non, généralement, je n'ai pas de problème. Donc, à chaque fois que j'explique que le problème, il vient des bactéries, pas des instruments, les patients, ils sont tranquilles. Et donc, je vais vous de ce cas. Donc, c'est une même patiente. On va lui traiter les deux molaires, la 46 et la 36. Donc, ça, c'est la 46. Kiff, la patiente, elle vient suite elle présente des douleurs. Donc, la reprise du traitement canalaire est faite dans le cadre du rétablissement de la cavité buccale parce qu'elle m'a été adressée par son ortho et l'ortho, il voulait rétablir toutes les molaires pour pouvoir mettre des bacs. Donc, on a commencé par le traitement de cette 46. Donc, vous voyez ici, on a une lésion au niveau de la racine mésiale avec un instrument fracturé et l'instrument apparemment c'est un instrument mécanisé parce que il est assez conique. Ensuite, vous avez une fracture, une lésion au niveau de la racine distale et une obturation coronaire canalaire qui est un tout petit peu pauvre et une obturation coronaire qui n'est pas du tout étanche. Donc la reprise du traitement canalaire a été faite sur 2 séances. J'ai essayé de passer à côté de cet instrument. J'ai mis l'hydroxyde de calcium pendant 2 semaines et j'ai obturé après. Donc, vous voyez sur cette radio une excellente cicatrisation sur les 2 racines. Donc, même si mon instrument n'a pas été enlevé, mais quand même, j'ai eu une bonne cicatrisation parce que j'ai arrivé à réduire la charge bactérienne au niveau de cette partie apicale qui était inaccessible lors du traitement initial. Là, je vous parle aussi d'un cas d'une patiente que j'ai vue il y a très longtemps. Et donc, au début, moi, je dramatisais à chaque fois où je voyais un instrument. Et la patiente ici, elle est venue pour enlever les 2 instruments. Je lui ai dit, OK, madame. Donc, c'est un cas que j'ai traité depuis 5 ans, je pense. Je lui ai dit, OK, madame, c'est des instruments qui sont au niveau de la partie coronaire. Il n'y a pas de problème, on va enlever. Il y a pas de souci. Ils sont pas très compliqués. Donc, on avait 2 instruments. Un instrument au niveau de la racine distale, ou un instrument au niveau de une des racines mésiales, parce que ici, on voit bien un dédoublement et une lésion au niveau de cette racine-là. Donc, la bonne nouvelle, c'est que j'arrive à enlever les 2 instruments et je fracture 2 autres. Cet instrument-là, il a été déposé et celui-là, il a été aussi déposé et j'ai fracturé 2 autres instruments après avoir déposé le premier instrument. Et à ce moment-là, j'ai paniqué parce que j'ai dit à la patiente que j'allais enlever ces 2 instruments. Bon, alhamdoulilah, j'ai eu un peu de chance. J'ai pu enlever les 4 instruments de cette molaire. Et donc, une obturation canalaire a été faite juste après. Et on a eu, alhamdoulilah, une très bonne cicatrisation. Donc, tout ça pour vous dire de vraiment dédramatiser les fractures instrumentales parce que vous pouvez avoir des fractures instrumentales, mais vous pouvez avoir aussi
une réussite de votre traitement canalaire. Et l'inverse n'est pas vrai. Donc, vous pouvez ne pas avoir de fracture instrumentale dans une racine, mais vous vous retrouvez avec une grande lésion, ce qui confirme justement que c'est les bactéries qui sont responsables de l'échec endodontique. Donc, un autre cas de fracture instrumentale. Donc, il faut vraiment essayer de passer à côté. On va commencer avec des petites limes de diamètre 8, 10, 8, 10. Ensuite, on peut aller jusqu'à la 15. Kiff, kiff. On n'avait pas arrivé à enlever cet instrument, mais j'ai fait un bypass et regardez le puff ici apical. Une très bonne cicatrisation, pareil. Mais regardez le nombre d'instruments que j'ai pu utiliser dans ce cas. Donc, attendez-vous il faut essayer de vraiment rester tranquille à passer à côté de ce genre d'instrument, sinon, parce que si on force un peu, on va fracturer un autre instrument. Donc, regardez les instruments que j'ai utilisés pour ce cas, uniquement pour ce cas. Donc, il y a des limes euh, euh, grises, c'est les limes 8. Ensuite, les limes mauves, c'est les limes 10. Les limes blanches, c'est les limes 15. Et regardez ici, c'est un instrument mécanisé de conicité de 2%. Donc, j'ai pas utilisé d'instruments mécanisés dans ce cas. Alors, on va revenir un tout petit peu sur quelques diapos théoriques parce que je suis obligée, Manel, je sais que on aime voir des cas cliniques, mais là, je suis obligée d'expliquer ce qui se passe à l'intérieur des racines qui ne sont pas bien infectées. Donc, la zone stratégique à l'origine des échecs se trouve principalement sur les derniers millimètres apicaux du canal, donc près du foramen et des ramifications que les bactéries se rencontrent. Donc, la question est de savoir pourquoi les bactéries n'ont pas été éliminées lors du traitement initial et pourquoi ont-elles pénétré secondairement. Donc, plusieurs réponses s'offrent à nous ici, dans ce cas. Excusez-moi. Voilà. Donc, il y a une différence déjà entre la flore endocanalaire présente lors d'un traitement initial et celle après le traitement. Vous avez, lors de l'infection primaire, vous avez une infection polymicrobienne. Les 90% des germes sont anaérobies. C'est pour cette raison que la médication, le traitement généralement, quand on a une infection primaire, généralement, on n'a pas de problème avec la médication et les antibiotiques. On a pas aussi des problèmes avec la cicatrisation. Mais quand il s'agit d'infections secondaires, toute cette flore, elle va changer et vous allez avoir 50% de germes anaérobies, aérobies, avec prédominance de Gram+, et le nombre réduit ici, près de 2 à 3 espèces par canal. Donc, mais notre problème, c'est les infections secondaires, secondaires persistantes. C'est les abcès à répétition ou les cellulites à répétition. Et dans ce cas-là, vous allez avoir des Enterococcus fecalis. C'est un coccyx à gram positif qui a la capacité de survivre dans les tubuli plus d'une année. Et il se nourrit du sérum issu du collagène. Et autre chose, il est résistant à l'hydroxyde de calcium. Vous pouvez aussi retrouver des candidats albicans dans ce genre d'infection. Donc, le site endodontique, donc c'est une véritable niche écologique. Elle est propice à la croissance bactérienne. D'un point de vue anatomique, vous avez plusieurs coins et recoins. Vous avez les deltas apicaux, les anastomoses, les canaux accessoires, les tubules dentinaires. Et d'un point de vue physiologique, c'est un excellent endroit pour les bactéries parce qu'ils ont 37 degrés de température. Plus il y a le substrat nutritif de dégradation pulpaire et des fluides apicaux. Donc, la composition de la flore endodontique, actuellement, nous avons 800 espèces qui sont identifiées. Vous pouvez avoir 100 à 200 espèces par individu dans la cavité buccale et 2 à 40 espèces détectées par canal en fonction du type d'infection. Donc, vous allez avoir tout ça dans votre tête quand vous êtes en train de faire la désinfection. Donc, pourquoi les bactéries persistent-elles et quelles stratégies de résistance elles mettent en place? Donc, ces bactéries-là, elles vont s'organiser en biofilm canalaire intra-radiculaire dans la partie apicale, qui a été observée dans 70% des canaux infectés, 80 non traités et 74 traités. Donc, regardez le nombre, le pourcentage. Vous avez 74% des dents traitées avec ce biofilm intra-radiculaire et a établi leur présence dans le volumineuse lésion épithéliale. Donc, on parle ici de biofilm extra-radiculaire. Donc, on peut aussi trouver des bactéries dans l'espace extra-radiculaire, mais c'est dans
en raison de 6% seulement des cas. Mais ça peut exister et je vais vous montrer après un cas avec un biofilm extra-radiculaire. Donc, comme je vous ai dit, elles vont s'organiser en biofilm, s'organiser en biofilm comme une étobactérienne résistante aux manœuvres des décontaminations. Elles peuvent être 100 à 1000 fois plus résistantes que les bactéries de l'infection primaire. Et il va y avoir une production de facteurs de résistance, des protéines. Il va y avoir aussi des mutations, une modification du phénotype. Vous allez avoir des bactéries mutées ils peuvent carrément dégrader les antibiotiques que vous mettez dans les canaux. C'est-à-dire, ils peuvent carrément dégrader l'oxyde de calcium. Alors, si vous voulez, après, je vais vous partager un article sur lequel j'ai trouvé toutes ces informations. Ah, excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Hmm.